Dimanche 12 juin 2026, il est 15h et vous êtes sur RTI 1. Voici ce qui fait l'actualité de nos régions. La filière mangue à la croisée des chemins entre espoir et incertitude. De nombreuses menaces planent sur la mangue, ce fruit pourtant moteur de l'économie du Nord. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis nous irons à Dimbokro dans la région d'Unzi où le développement d'un village se trouve sacrifié sur l'autel de l'orpaillage illégal. Pas de retombées financières pour Gorée qui assiste impuissant à la destruction de ses terres et à la paupérisation de ses habitants. Enfin, cri du cœur de la pouponnière de Ma. C'est dans la région du Tonkbi, ce sanctuaire de la petite enfance créé en 1947 est aujourd'hui fragilisé par la vétusté et ne demande qu'à être réhabilité pour poursuivre la prise en charge des tout-petits. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des régions. Commençons dans le nord de la Côte d'Ivoire. Premier bassin ivoirien de mangue, le nord du pays fait vivre des milliers de producteurs grâce à ce fruit devenu un moteur de l'économie. Mais derrière la mangue se cachent de nombreuses menaces, à savoir la menace de la mouche des fruits et les effets des changements climatiques, les risques de suspension des exportations et l'insuffisance des infrastructures locales de transformation. En somme, la mangue ou la filière mangue est à la croisée des chemins entre incertitude et espoir. Ami Sissoko. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la saison de la mangue s'étend de mars à juin. Apprécié pour ses qualités gustatives et nutritionnelles, ce fruit constitue une importante source de revenus pour des milliers de familles. Cette année, le prix Borchon a été fixé à 2450 francs la caisse par l'interprofession mangue, Intermangue, afin de mieux protéger les producteurs contre les fluctuations du marché. À Karakoro, dans le département de Korgo, la culture de la mangue a changé le quotidien des Chinenchoni, producteurs depuis plusieurs années. Mangue là, il y a l'argent dedans même. Depuis 2015 aujourd'hui là, ça fait quelque chose même. Ça a construit Makou même. Il y a payé de nouveaux motos, tout. Et puis il y a payé de tricher tout. Les jeunes même, ils peuvent venir faire des mangues. S'ils font bonne formation là, ils peuvent faire mangue là pour faire quelque chose. Avec une production estimée entre 180 000 et 200 000 tonnes, la Côte d'Ivoire figure parmi les principaux producteurs de mangue d'Afrique de l'Ouest. Pourtant, le pays n'exporte qu'environ 40 000 tonnes, soit seulement 20 à 22% de la production nationale. Les régions du Poro, du Tchologo et du Hongol concentrent l'essentiel des vergers. Pour les acteurs de la filière, l'amélioration des rendements reste une priorité. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire exporte uniquement que vers l'Europe. La sous-région commence à solliciter la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire produit de façon plus précoce que le Ghana, voire certains pays tels que le Sénégal. C'est important que les gens et les uns et les autres produisent plus de sorte qu'on puisse satisfaire tous les marchés. Au niveau international, nous avons augmenté le volume qui d'antan était de 30 000 tonnes et passé à plus de 40 000 tonnes. Au niveau national, un réseau de commerce s'est considérablement développé. Nous avons maintenant une exportation sur le Burkina, sur le Mali, sur le Niger et même par le Maroc par voie terrestre. Les variétés Kint, Amélie et Brooks dominent la production nationale. Très appréciée pour sa qualité et sa bonne conservation, la variété Kint est particulièrement recherchée sur les marchés européens. Chaque année, des acheteurs venus d'Europe se rendent à Korogo pour rencontrer leurs fournisseurs et sécuriser leur approvisionnement dans un contexte de forte demande internationale. Laquelle, parce qu'elle correspond à une demande au niveau du marché européen. C'est une mangue qui est sucrée, c'est une mangue qui est parfumée et c'est une mangue qui est colorée et qui n'est pas fibreuse. Donc il correspond réellement à une demande du consommateur européen. De la production à l'exportation, la filière mobilise producteurs, transporteurs, coopératives et exportateurs. Elle offre également de nombreux emplois saisonniers, notamment aux femmes et aux jeunes. Ça fait toute la saison, au moins tu as au moins 200 000. Avec les 200 000, tu peux faire ce que tu peux faire toi-même. Avant la campagne, je vendais les jus. Comme la campagne a commencé,
On est venu se chercher un peu pour avoir un peu encore pour pouvoir renforcer notre commerce. La transformation locale représente aussi une opportunité importante. Jus, purée et mangue séchée sont produits dans plusieurs unités, à l'image de l'usine de Safé installée à Nialeleka, près de Korogo. Les unités comme la nôtre, qui consomment en général 200 à 250 tonnes de mangue fraîche, donc qui vont être transformées, il faut à peu près 600 unités comme la nôtre pour pouvoir absorber la mangue qui reste. Malheureusement, nous ne sommes pas nombreux et pour ça, je pense qu'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on montre un peu comment valoriser la mangue quinte en Côte d'Ivoire. Chaque année, les producteurs engrangent plus de 7 milliards de francs CFA. Les revenus générés par les exportateurs, eux, sont estimés au triple selon le ministère de l'Agriculture. Fournisseur de revenus et pourvoyeur d'emplois, levier de développement, la filière reste toutefois fragile. Elle est confrontée à plusieurs défis. La mouche des fruits constitue l'une des principales menaces. Dans les stations d'exportation, les contrôles phytosanitaires ont été ainsi renforcés. Actuellement, les défauts que nous cherchons plus ici sont les défauts majeurs, qui sont le nez mou et les défauts majeurs, nez mou et piqûres de mouche et puis anthracnose. Cette entreprise est classée à haut risque. Comme elle est classée à haut risque, il me faut prélever 25 cartons sur les 22 palettes. Et c'est sur ça que va porter mon inspection. Une fois j'ai fini le contrôle et que toutes les mangues respectent les exigences du marché européen, donc j'ai établi un document qui va accompagner le conteneur jusqu'au port. Sur ce document, je mets bon pour la certification. Malgré toutes ces mesures de contrôle, la filière mangue de Côte d'Ivoire, troisième exportateur mondial derrière le Brésil et le Pérou, fait face à une menace sérieuse de suspension de ses exportations vers l'Union européenne. La situation préoccupante suscite de nombreuses interrogations au sein de la profession, comme l'explique le directeur exécutif de l'Intermangue. Depuis la campagne de cette année, nous sommes actuellement à 24 intercessions, dont 20 contre les mouches des fruits. L'Union européenne autorise 5 intercessions au maximum par campagne. Nous sommes au-delà. C'est une perte. Un conteneur qui est détruit, c'est un coût en moyenne de 25 à 35 millions de pertes pour l'exportateur. Ce que nous avons constaté au niveau des producteurs, c'est qu'il y a une faible professionnalisation des producteurs. Donc nous avons nous-mêmes mis en place un service technique qui est chargé du conseil agricole, qui forme les producteurs à l'entrepreneuriat agricole. Avec la grande invasion des mouches de fruits, et ça c'est depuis quelques années que l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'entrer entre guillemets en guerre contre les mouches de fruits. C'est passé par beaucoup de subventions, notamment 2 fois près de 1,7 milliard pour permettre aux producteurs de mangue de lutter contre cette mouche. Une décision stratégique liée à la concurrence avec le Brésil et le Pérou ou une manière de faire baisser les coûts à l'exportation. Tout pays voudrait avoir l'exclusivité de la production. Donc forcément, les barrières qui sont fixées permettent de sélectionner un pays les plus capables de fournir la mangue de qualité. Chaque fois qu'on fixe des balises, nous, l'État de Côte d'Ivoire, nous prenons des dispositions pour pouvoir répondre aux critères. À ces difficultés s'ajoutent les effets du changement climatique, le vieillissement de certains vergers et l'insuffisance des infrastructures de stockage et de transformation. Aujourd'hui, nous sommes à des rendements de 1,5 tonne à 2 tonnes hectares, pendant que sous d'autres cieux, ils dépassent les 30 tonnes, 40 tonnes hectares. L'un des défis, c'est d'augmenter la productivité de nos parcelles. On n'a pas en quantité suffisante les bonnes pépinières. Donc ça, c'est un défi également à relever pour qu'on ait une mangue de qualité. Il y a le défi du financement également. Véritable richesse du nord de la Côte d'Ivoire, la mangue continue de faire vivre des milliers de familles.
Entre performance à l'exportation et difficultés du terrain, toute une filière poursuit sa bataille pour préserver sa compétitivité et assurer son développement. Un peu plus au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Nzi, une autre réalité. Le développement de Boré sacrifié sur l'autel de l'orpaillage illégal. Les mutuelles peinent à se regrouper et restent impuissantes devant un phénomène qui réduit pourtant les terres et paupérise les populations de ce village dans le département de Dembokro. Soro Corona revient de Boré, suivant son reportage. Atienkourou, Apokourou, Pendekourou, 3 villages désormais quartiers de Boré, une localité dans la région d'Unzi. Connu pour son potentiel aurifère, Boré attire des exploitants illégaux. Plusieurs activités génératrices de revenus s'y développent, également attirant les natifs très tôt touchés par les zones rurales vers le bercail. Aka réalise un chiffre d'affaires qu'il n'a jamais fait à Abidjan. Ils viennent beaucoup chez moi et je m'en sors. Je ne me plains pas parce que pendant les fêtes, je suis débordé. Et à cause de l'orpaillage, vraiment, c'est difficile d'avoir un apprenti. Elle, c'est José, la tenancière de ce magasin de produits cosmétiques. Par jour, la commerçante vend pour près de 100 000 francs CFA. Avant, j'étais à Dembokro. Je faisais la couture. Maintenant, quand ils ont commencé des activités d'ici, c'est ça que je me suis rendue ici. Je me retrouve mieux par rapport à là-bas. Ici, souvent, je n'ai rien vendu, 25 000, 30 000 par jour. S'il y a la fête, là, je me retrouve avec les 80 000. Nous sommes là, ça fait 1 an. Je vends 95 000 par jour. Donc, en tout cas, ça marche. Pour ces désormais opérateurs économiques, c'est le sourire. Le contraire pour Boré et ses 3 quartiers. Aucune retombée de l'activité aurifère sur le village. Au moins 8 000 habitants pour Boré. Désormais théâtre de l'insécurité et de la vie chère. Ça a été pour nous une lutte. Mais il n'y a rien de clair à l'horizon, pas de pistes réelles pour toucher les acteurs, pour s'asseoir peut-être avec la notabilité, la chefferie, pour tirer quelque chose de cette activité-là. Même les propriétaires terriens, s'ils ne sont pas vigilants, ils ne gagnent rien. Dans le village même, ils ne gagnent rien. Conséquence, Boré encore l'ombre d'elle-même. 4 écoles primaires, de l'eau potable et de l'électricité. Toutes des réalisations de l'État rendues insuffisantes par la pression démographique. Affaire de l'eau a fait qu'ils ont gâté nos parcelles. On n'a pas suffisamment de parcelles pour produire nos maniocs. Et puis, ça fait aussi qu'il n'y a pas l'entente au village ici. Puisqu'il y a d'autres qui ont eu l'argent par rapport à d'autres, notre amour d'avant n'est plus ça. En tant qu'un village, normalement, quand tu arrives, tu dois avoir les piments, les doublés, les petites choses moins chères, 50, 25. Mais chez nous, ici, là, c'est devenu pique à Abidjan. Aubergine aux 500, piment aux 500, on n'arrive pas à manger à notre faim parce que le marché est cher. Il y a des populations que nous ne maîtrisons pas. Il y a le phénomène de la déscolarisation. Nos jeunes frères, les jeunes filles qui ne vont plus à l'école, au collège, elles se font engrosser par les jeunes gens qui pratiquent l'orpaillage parce qu'ils viennent les flatter avec les billets des banques. Et nos enfants et jeunes frères aussi, ils abandonnent l'école parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà tout gagné dans l'orpaillage. À ces menaces, une réponse des filles et fils. La fédération des mutuelles des 3 quartiers. Ici encore, certains traînent les pas. Et Boré reste encore impuissant devant l'extension de ses réseaux d'eau, de l'électricité ou le renforcement de son système sanitaire. L'électricité n'arrive pas. Donc il y a les branchements anarchiques. Quand tu vois même, c'est un peu dangereux. Donc si l'État peut nous aider à pouvoir faire une extension, reprofiler les voies, si on a au moins un collège de proximité ici, ça va nous arranger. La perspective de mutualiser ces 3 structures-là serait vraiment la bienvenue. On se sentirait encore plus fort et on aura une voix unique auprès des pouvoirs publics, auprès des partenaires. Et ça nous donnera quand même force à pouvoir vraiment réaliser tous nos vœux de développement local. Les tentatives pour mettre fin à l'orpaillage illégal s'avèrent infructueuses. Désormais à Boré, l'espoir réside dans les bénéfices de l'exploitation du sol. Ici encore, des difficultés. Le permis d'exploitation sollicité depuis 3 ans piétine. Depuis 2023, où je suis arrivé au village, les frères se sont constitués en association pour demander un permis. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, on n'a pas même
un espoir pour dire que ouais, on dit le permis à tel niveau. Pour autant, les regards de Bouré et ses 3 quartiers restent rivés vers le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. L'essor de cette localité dans le département de Demokuru dépendant désormais du permis d'exploiter. Direction à présent l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Le lycée professionnel de Mans enregistre de plus en plus de jeunes filles et l'étonnant, c'est dans les filières techniques, autrefois chasse gardée des garçons. Résultat de la promotion du genre au simple changement de mentalité par rapport à la formation professionnelle. Les réponses dans ce reportage signé Chris Ephraim Diomandé. D'abord ici, les bords sont droits. Ok, c'est en fonction de l'épaisseur de la pièce. Au lycée professionnel de Mans, les élèves de 2e année suivent un cours de construction métallique, une science pratique encadrée par leur enseignant dans une filière technique exigeante. Longtemps considéré comme un domaine réservé aux garçons en raison de sa complexité, la construction métallique attire aujourd'hui de plus en plus de jeunes filles. Dans cette salle de travaux pratiques, elles sont concentrées, attentives et participent activement aux exercices. Elles expliquent leur choix d'orientation. Je rêvais souder un jour. Donc j'étais en 3e. Il y a eu des inspecteurs qui sont venus dans notre classe pour parler un peu de l'enseignement professionnel, pour dire que il y a des filles qui sont capables de faire des métiers des garçons. Voilà. Donc, il a demandé, est-ce qu'on peut avoir la soudure là-bas? Et puis, il a dit oui, il y a la soudure, il y a la construction métallique. Voilà, ça dépend. Il dit ok. Donc, il y a eu mon BBC. Donc, quand il y a eu mon BBC, il a fait l'orientation ici. On m'a choisi en cuisine professionnelle. Donc, il n'était pas trop content de ça. Donc, il a dit à mon papa que moi, je ne veux pas faire la cuisine professionnelle. Je veux faire la soudure. Donc, nous sommes venus au grand lycée. Voilà, mon papa m'a inscrit là-bas, il a passé le concours. Dieu merci, il y a eu le concours. Je suis venue faire la construction métallique. Ce que les garçons sont en train de faire, je sais que je peux faire. Donc, j'ai la capacité de faire ce qu'eux peuvent faire aussi. J'aimais faire les métiers d'homme. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas se jeter dans la construction métallique. Donc, c'est comme ça que je suis venue au lycée professionnel encore pour passer le concours et j'ai été admise au lycée professionnel. C'est comme ça que je suis ici pour apprendre plus métier d'homme, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est physique. Un intérêt encouragé par la politique de promotion du genre visant à renforcer la présence féminine dans les filières techniques et professionnelles en Côte d'Ivoire. Bon, ici, au niveau des jeunes filles, vraiment le travail est satisfaisant. Même les filles qui viennent d'être interviewées, elles sont 2e et 3e classe sur vraiment plus d'une 60aine de personnes. Voilà, donc je pense que le rendement ici, comme on le dit dans le jargon, les filles d'âme le pion par moment ici. Cap à présent sur la salle des machines. Ici, place à la pratique. Les équipements tournent, les outils s'activent et les étincelles de soudure traduisent l'intensité du travail. Protégés par des gants et des masques, les apprenants manipulent le matériel avec assurance. Elle réalise différentes pièces métalliques, mettant en application les notions vues en classe. Avant de fabriquer un fourneau, il faut faire cordon d'abord sur la pièce d'abord. Donc c'est ce que j'étais en train de faire dessus. Je faisais le découpage manuel à l'aide d'un meule. Je faisais un découpage mécanique avec la tronçonneuse. C'est pas dangereux. Si seulement je branche, je règle la chose, je place bien, je sais là, tout peut fonctionner sans risque. Haute espace, même détermination. La mécanique automobile, un secteur lui aussi de plus en plus prisé par les jeunes filles. Je suis venue ici parce que j'ai aimé la filière et aussi parce que je voyais aussi des amis. Quand ils demandent si ce sont des garçons seulement qui sont là-bas, moi je suis une fille. Quand moi je parle que je fais mécanique automobile là, eux ils se moquent de moi. Si j'ai réussi à avoir le BT, je voulais être mécanicienne professionnelle. J'ai décidé de me lancer dans ce métier. J'ai passé d'abord le concours et Dieu merci, ça a marché. Je me suis intégrée dans l'école. Au fur et à mesure, j'ai vu que c'était vraiment pas compliqué parce que ce que les gens disent du métier, c'est pas ce qu'on retrouve dans l'enseignement professionnel. Et j'ai vu que c'est quelque chose de passionnant. Parce qu'il faudrait être là pour
pour voir si c'est vraiment difficile ou pas. Mais j'ai constaté que le difficile, c'est dehors. Mais c'est sur les lieux que tu vois que c'est vraiment pas difficile. C'est un métier vraiment où si toute femme décide de s'intégrer, elle va vraiment avoir son pain de main. Entre formation et stage en entreprise, elles gagnent en expérience et affirment leur ambition. Au sein de l'établissement, le responsable de la formation accompagne cette dynamique. Pour ce qui concerne la promotion du genre, nous avons chaque année mis véritablement l'accent sur le genre féminin. Et nous les priorisons dans les placements au niveau des stages. Voilà. Et depuis que j'exerce ce métier ici, généralement, ça se passe très bien. Et les retours que font nos partenaires sont des retours généralement positifs en ce qui concerne le genre féminin. Pour le directeur du lycée professionnel de Mans, cette évolution s'inscrit dans la politique du gouvernement ivoirien qui encourage l'accès des jeunes filles aux filières autrefois réservées aux hommes. La promotion du genre, ça veut dire on a mis en place ici des cellules de sensibilisation des jeunes filles à embrasser le métier d'homme. C'est une volonté politique, une volonté de nos ministres et puis une volonté que nous avons. Et partout, vous entendez dans les médias, la promotion du genre. Et quand on nous lance les offres d'emploi, des bourses, la priorité est également donnée aussi aux jeunes filles. Une avancée vers une formation professionnelle plus inclusive où les jeunes filles prennent pleinement leur place dans les métiers techniques. Restons à Mans, toujours dans le Tonkpi avec notre reporter Christ Ephraim Diomandé. C'est le sanctuaire de la petite enfance. La pouponnière de Mans est créée depuis 1947. Aujourd'hui, en état de dégradation avancée, ce complexe socio-éducatif ne demande qu'à être réhabilité. Regardez. À vol d'oiseau, sur une superficie d'environ 2,5 hectares, se dresse un lieu chargé d'histoire et d'humanité, la pouponnière de Mans. Créée en 1947, elle a accueilli durant des décennies des centaines d'enfants orphelins ou abandonnés venus du district des montagnes et de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Ici, bien plus qu'un simple bâtiment, c'est un refuge, un espoir, un premier foyer pour ceux qui n'en avaient aucun. Dans la région du Tonkpi, la pouponnière de Mans joue un rôle capital. Elle est souvent le dernier rempart entre l'abandon et la survie. Située en périphérie de la ville, loin de l'agitation urbaine, la structure porte aujourd'hui les stigmates du temps. Les travaux de rénovation reposent presque exclusivement sur la bonne volonté de quelques âmes généreuses. La directrice nous conduit à travers les différents locaux. Nous avons le bureau administratif. C'est ici que j'accueille les parents des enfants et aussi tous les visiteurs qui viennent ici pour faire les dons, rendre visite aux enfants. Ici, c'est la salle de soins. Et nous avons dans la salle de soins notre maman Viviane qui s'occupe des enfants quand ils sont malades. Envoyez les bébés là. Ici, nous sommes dans la chambre 1. C'est la chambre qui accueille les nouveau-nés. Elle explique comment les enfants arrivent ici. La plupart de ces enfants sont des enfants qui ont perdu leur maman en couche. Et donc, dans la famille, au sein de la famille, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour s'en occuper. Parce que vous savez, nos traditions africaines ont toujours des influences sur certaines familles. Des gens traitent ces enfants-là de sorciers. Ils les prennent pour ceux qui ont causé la mort de leur maman. Après la mort de maman, il n'y a personne qui accepte de prendre la charge de cet enfant. Direction l'infirmerie. Un espace vital, mais réduit à sa plus simple expression. Viviane, aide-soignante, travaille avec amour et dévouement. Le constat est alarmant. Manque de matériel médical, les enfants âgés d'1 mois à 5 ans souffrent de nombreuses pathologies liées à la précarité. Ce qui est beaucoup fréquent, le palu. Le palu, le rhume, la toux. Bon, par jour, on peut avoir 5 enfants qui sont malades. Ici, la patiente tente chaque jour de compenser l'absence de ressources. La cuisine. C'est ici que se joue une autre bataille essentielle, celle de l'alimentation. Biberon et repas s'y préparent avec les moyens du bord.
Entre casserole et bouteille, chaque geste est un acte de survie. Au niveau de la nourriture, nous recevons les dons comme le riz et l'huile et tout. Mais ce qui nous manque beaucoup, c'est le lait infantile, le lait entier, le sucre, les sacs de sucre. Nous lançons un appel pour cela. Prendre soin de près de 60 enfants avec si peu de moyens relève de l'espoir quotidien. Nous avons les jouets qui sont vraiment hors état et cela nous rend un peu difficile le travail. Nous faisons ce que nous pouvons avec eux, avec des chansons, avec des danses, avec les jouets que nous recevons, mais ce sont les jouets qui sont dans l'air des jeux qui sont vraiment en mauvais état, qui sont notre préoccupation. Outre cela, le manque criant de personnel, l'insuffisance de financement et l'absence de soutien durable. Face à des conditions de vie de plus en plus pénibles, les femmes de la pouponnière ont dû prendre une initiative forte. Elles ont aménagé de petits jardins vivriers, y cultivant quelques produits de première nécessité. Malgré tout, un espoir a émergé. Le cri de cœur de la pouponnière a trouvé écho auprès d'un cadre de la région. Grâce au ministre Bagondo Djomondé, un forage a été réalisé, offrant enfin un accès à l'eau potable. Un soulagement immense pour le quotidien des pensionnaires. Mais cette avancée, aussi précieuse soit-elle, reste insuffisante. À l'extérieur, l'air de jeu, ou plutôt ce qu'il en reste. Un véritable champ de ruines à ciel ouvert, bien loin des rires et de l'insouciance qu'il devrait accueillir. Fidèle, venue de Gagnoua, revient sur les lieux où elle a servi autrefois. Son regard, lourd d'émotion, peine à reconnaître cette pouponnière qu'il faisait jadis la fierté des Mans. Aujourd'hui, la pouponnière des Mans lance un cri silencieux. Je voudrais véritablement attirer l'attention des cadres, des élus, en ce qui concerne la pouponnière des Mans, qui a besoin d'assistance. Vraiment, c'est des cris de cœur qu'il lance aux personnes de bonne volonté. Se pencher quand même sur le cas de ces enfants-là. Cap sur la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant des Mans. La protection des enfants est au cœur, je dirais, de la politique du gouvernement. Au niveau de la structure elle-même, nous faisons l'encadrement du personnel qui est là-bas. Nous faisons le suivi des enfants là-bas. Parce que quand on passe regarder, c'est vrai, ils ont des structures médicales, mais nous aussi on passe pour voir, avec notre œil de protection enfant, comment est-ce qu'ils sont, la prise en charge, est-ce qu'elle est conforme à nos standards, pour voir est-ce que c'est bien fait, et puis quels conseils on peut donner. Nous essayons de mettre le personnel à niveau. Tout ça là, c'est des choses qu'on le fait, je dirais, gratuitement. Au niveau de l'accompagnement aussi, nous on oriente des donateurs vers eux. La pouponnière des Mans, ce n'est pas qu'un simple centre d'accueil. C'est parfois la seule chance de survie pour des enfants sans voix. Sauver la pouponnière des Mans n'est pas qu'un choix, c'est une urgence humaine. En bref et en images, comme vous pouvez le voir à présent, le groupe consultatif sur le financement du Plan national de développement 2026-2030 a bouclé ses travaux le jeudi 9 juin 2026 en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Robert Begré-Mambé a salué la qualité des échanges ainsi que la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Plus de 3600 participants, dont 2000 investisseurs, issus de 49 pays et plus de 47 000 milliards de francs CFA enregistrés dès le premier jour. Le gouvernement souhaite pourtant que le secteur privé contribue pour 70% au financement du PND 2026-2030. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dimanche prochain, un autre numéro du journal des régions.